imaginons que ici, j'ai quelqu'un qui lance une pièce de monnaie en l'air. De l'autre côté, quelqu'un lance une pièce de monnaie en l'air et apparemment, chacun a des résultats parfaitement aléatoires. Pile ou face, pile ou face. Mais si maintenant j'observe les deux joueurs, je constate que lorsque le premier a pile, le deuxième a pile, et lorsque le premier a face, le deuxième a face. Là, je vais dire, mes deux variables aléatoires sont parfaitement corrélées. Le résultat de l'une est strictement identique à l'autre. Alors il est clair que dès que j'ai une corrélation comme ça, il faut se poser la question, comment se fait-il qu'il y ait une corrélation? How can two coins, tossed over and over again, each land with both facing the same side up every single time? Everyone knows that a coin tossed over here can't determine the result of a coin tossed over there. Physicists have a name for this: the principle of locality. An object's state depends solely on its immediate local environment. But what if someone told you that on the scale of atoms and elementary particles, this is no longer true? That in quantum mechanics, locality no longer holds sway. This very question pitted two of the most brilliant minds of 20th century physics, Albert Einstein and Niels Bohr, against each other in a decades-long debate, centered on a strange phenomena in which objects seem to be magically linked. A phenomena known as quantum entanglement. Long considered idiosyncratic, a series of experiments conducted all over the world has established the reality of quantum entanglement. Today, quantum entanglement holds the promise of a new technological revolution in the computer sciences and telecommunications. This is the history of quantum entanglement. Quand ce bouquin est sorti, il y a peut-être maintenant une dizaine d'années, la première fois, j'ai eu des collègues, des amis qui m'ont dit « Écoute, là, Franck, tu exagères un peu. Tu fais un bouquin qui a un titre qui donne l'impression que les physiciens ne comprennent rien à ce qu'ils font. On comprend la mécanique quantique, quand même, tu exagères, là. » Je leur ai dit « Mais attention, il y a marqué « vraiment ». Il ne faut pas ôter le « vraiment » du titre. Pour moi, la mécanique quantique, c'était quelque chose de bouleversant. Quand j'ai eu les premiers cours de mécanique quantique à l'université, effectivement, je me souviens des débats acharnés qu'on avait dans la pause déjeuner avec mes copains des promos, parce qu'effectivement, moi, j'étais vraiment frappée par l'aspect contre-intuitif. Oui, pour moi, c'est une très, très belle théorie. Je reste fascinée par son formalisme, par tout ce qu'elle a de différent de la physique classique. At the beginning of the 20th century, a handful of European physicists began investigating the laws that govern the smallest objects in the universe, such as the atoms that compose matter or the photons that compose light. They came up with a theory that was as strange as it was revolutionary, as precise as it was counterintuitive: quantum mechanics. Alors évidemment, tous les concepts introduits par cette théorie étaient très nouveaux, très révolutionnaires et très perturbants. Il y a eu énormément de discussions à la fin des années 20, dans les fameux congrès Solvay à Bruxelles. Les gens se sont beaucoup disputés. Au fameux congrès Solvay de 1927, Einstein avait commencé à chercher des contradictions internes au formalisme de la mécanique quantique à propos de phénomènes à une seule particule et des inégalités de Heisenberg. Et à chacune des tentatives d'Einstein de démontrer une incohérence du formalisme, Bohr avait répondu de façon satisfaisante. Et puis finalement, les choses se sont stabilisées, c'est-à-dire que ça marchait vraiment extraordinairement bien. Et disons, autour des début des années 30, on avait la mécanique quantique.
Before the 20th century, Newtonian physics was the basis for calculating the movements of all material objects, from a coin that is tossed to the celestial bodies in orbit. The idea behind classical mechanics is simple. The world is made up of objects that move in space, each of which possess properties that can be measured. For example, the position of a coin can, at any given moment, be measured to describe its movement. A coin's position can therefore be said to be one of its properties. Using formulas, one can then predict the value of an object's properties at any given moment. One of Newtonian physics' great achievements. Quantum mechanics works quite differently. In quantum mechanics, the values of an object's properties aren't as well defined. As such, one can't make predictions about these values. One can only calculate the probability of observing such or such a value when a property is measured. Once a measurement has taken place, the observed value can be said to belong to the object, as in classical mechanics. Le résultat qu'on va obtenir lors d'une mesure n'est pas déterminé à l'avance. La mécanique quantique est une théorie probabiliste et la seule chose qu'on puisse dire avant d'avoir fait la mesure, c'est la probabilité d'obtenir tel résultat ou tel autre résultat. Einstein wasn't convinced. God, he declared, doesn't play dice. Einstein, bien sûr, n'a rien contre l'utilisation des probabilités, puisqu'un de ses travaux brillants, c'est la compréhension du mouvement brownien. Mais en revanche, il pense qu'une théorie fondamentale ne peut pas être probabiliste. Qu'une théorie probabiliste, c'est une espèce de superstructure, de physique statistique, mais qu'il y a en dessous une physique plus élémentaire. Et dans la mesure où la mécanique quantique fait des prévisions probabilistes, Einstein est convaincu qu'il doit y avoir sous la mécanique quantique une mécanique plus précise, dont la mécanique quantique n'est qu'une forme de physique statistique. Il n'acceptait pas une théorie fondamentalement probabiliste. Il disait que s'il y a des probabilités, ces probabilités traduisent une non-connaissance de quelque chose et que ce quelque chose doit exister. Contrairement à l'interprétation de Copenhague qui dit que non, il n'y a rien au-delà de ce non-déterminisme. Ça, c'est le point de vue qui a été développé surtout par Niels Bohr, mais aussi Werner Heisenberg et d'autres, qui ont postulé que le résultat que vous observez dans une mesure n'est pas une propriété intrinsèque de l'objet avant la mesure, c'est en quelque sorte le processus de mesure qu'il a créé. Lorsqu'on mesure sa position en tel point ou tel point, c'est pas du tout la position qu'il avait avant la mesure, c'est la mesure qui l'a forcé à choisir une position. Only when we perform a measurement on an object does it acquire properties. A truly radical vision of the world. According to Bohr and the Copenhagen School, when one tosses a coin, it is neither heads nor tails as long as our hand remains closed. Neither heads nor tails. The coin becomes heads or tails only when we unclench our fist and look at it. Einstein would spend the rest of his life fighting against this view. Einstein n'était pas content et donc il a commencé par essayer de trouver des contradictions dans la mécanique quantique. Il n'y est pas arrivé et donc il a de réflexion en réflexion, il a publié ce fameux article en 1935 alors que la mécanique quantique était déjà bien en place pour montrer qu'elle était incomplète. In 1935, Einstein came up with an argument that he believed showed quantum mechanics to be incomplete. With his collaborators Boris Podolsky and Nathan Rosen, he wrote an article known today by the abbreviation EPR, for Einstein, Podolsky and Rosen. The article proposes a thought experiment. Let's imagine two quantum particles that briefly interact, then part. Now let's imagine that we measure the position of the particle on the right. According to quantum mechanics, we can now assign it a property. Since the two particles have interacted before the measurement, the positions of the particles are now related. Like in billiards, when two balls collide,
The interaction between the two determines the final position of each. In the same way, when we measure the position of the particle on the right, we can deduce the position of the particle on the left. We can therefore attribute a property to it without ever having measured it. This was Einstein's rebuttal to the Copenhagen interpretation. Il va donc montrer que, en faisant des mesures ici, je peux connaître avec certitude les résultats de l'autre côté, ce qui veut dire que la deuxième particule possède une propriété. Et c'est une propriété en plus de ce qui est prévu par la mécanique quantique. Et donc Einstein, par ce raisonnement-là, va conclure qu'il faut effectivement compléter la mécanique quantique, c'est-à-dire imaginer qu'il y a des propriétés en dessous qui ne sont pas prévues par le formalisme quantique. The argument advanced in EPR seemed to prove that each particle possessed properties that existed prior to being measured. Quantum mechanics was therefore incomplete, since it didn't account for these properties. Niels Bohr comprend l'importance de l'attaque d'Einstein et Niels Bohr va se faire un devoir de répondre à Einstein. Bohr était un physicien et presque un philosophe extrêmement profond et qui a dit des choses très importantes, mais il est vrai que sa réponse à l'article d'Einstein, Podolsky-Rosen n'est pas vraiment facile à comprendre, parce que pour lui, l'ensemble des deux particules et même l'ensemble des deux appareils de mesure, ça forme un tout. Et donc on n'a pas le droit d'analyser la mesure entre une mesure là et puis une mesure qui est là. Il y a un seul processus qui est une mesure globale. Les systèmes qui est en train d'être mesuré, c'est un système unique qui ne peut pas être décrit de façon indépendante sur ses parties. According to Bohr, the argument advanced in EPR was invalid because it would be erroneous to say that the two particles exist independently of each other. Rather, they exist as a single system. The particles remain linked, whatever distance separates them. This is what is meant by quantum entanglement. En fait, quand on a deux particules intriquées, il ne faut pas les voir comme deux particules individuelles qu'on peut décrire indépendamment l'une de l'autre. Il faut vraiment les penser comme un tout unique, un objet quantique unique. Et même si les particules sont éloignées, la mesure de l'une affecte de façon instantanée l'état de l'autre, mais juste parce qu'elles étaient un objet unique et sont toujours un objet unique. Donc certains ont dit qu'en fait, ce qui gênait Einstein, c'était justement cet aspect un peu non local qu'il avait intuité. Donc quand on a deux objets éloignés en mécanique quantique, l'état quantique qui les décrit est global. In 1949, Einstein summed up the debate as follows. The paradox forces us to relinquish one of the two following assertions. 1. The description by means of quantum mechanics is complete. 2. The real states of spatially separate objects are independent of each other. In other words, if quantum mechanics is complete, then reality is non-local. La communauté scientifique ignore totalement le débat. Un physicien comprend l'importance, c'est Schrödinger, c'est pas n'importe qui. Schrödinger va immédiatement écrire un article en 1935 en disant oui, cette propriété d'intrication, d'ailleurs c'est Schrödinger qui invente le mot, cette propriété d'intrication, c'est une caractéristique tout à fait fondamentale de la physique quantique et il dit c'est vraiment pas clair du tout. Bon. Et puis, terminé, silence radio. Alors pourquoi ? Il ne faut pas blâmer les physiciens de l'époque. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà des gens qui, tous les jours, utilisent la mécanique quantique pour faire progresser la physique. La mécanique quantique est une théorie qui a des succès extraordinaires. Ils l'utilisent, ça marche. Ils n'ont pas de temps à perdre sur un débat qui n'est pas un débat remettant en cause la théorie qu'ils utilisent. C'est uniquement un débat sur l'interprétation. Ça leur paraît être de la philosophie et ils se disent aujourd'hui on pratique la physique, quand on aura le temps de réfléchir, qu'on sera plus vieux, qu'on sera à la retraite, on réfléchira à l'épistémologie.
As the 1940s approached, Europe, the cradle of quantum mechanics, would become a graveyard. The insights of quantum mechanics would lead to the most terrifying arms race in history. But the impact of this extraordinary theory on the lives of ordinary people was just beginning. Même si on ne comprenait pas vraiment ou si les images étaient contradictoires, les calculs, eux, ils étaient parfaitement clairs et pas contradictoires. Donc, et on savait les appliquer à une multitude de systèmes physiques. Et puis, ça marchait, ça marchait, ça marche, ça continue de marcher. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une théorie les plus, disons, solide et bien établie de la physique. Grâce à la mécanique quantique, très vite, les gens ont compris ce que c'était que la liaison chimique, ont appliqué la forme des molécules, ont commencé à comprendre ce qui se passait en physique solide, ce que c'était la conduction des métaux, inventé les transistors, les lasers, etc. Donc là, on a eu par exemple l'invention du laser, l'invention du transistor, et tout ça, ça a eu un impact énorme dans notre société. The development of the transistor in the 1950s would lead to a revolution in computing, while the creation of the first laser in 1960 would open the door to the study of quantum states of light. Quantum mechanics was the new El Dorado, towards which generations of physicists flocked. The Bohr-Einstein debate was left to gather dust. Donc en fait, il ne se passe strictement rien jusqu'à la mort d'Einstein en 1955, mais par contre, le débat personnel entre Bohr et Einstein continue jusqu'en 1955. Ils continuent à échanger.